de notre vie que nous avons tous vécu, que nous avons tous dans notre mémoire inconsciente, et pourtant qui a encore une influence et une action sur nous aujourd'hui. Et ça, on ne l'imagine pas forcément, et on ne sait même pas sur quelle partie de nous elle peut encore avoir un impact. Alors, je suis Sylvie Vignac, et j'exerce donc depuis une douzaine d'années comme sophranalyste. Quand je deviens moi maman, alors très inconsciemment, enfin à la fois je le sais, mais j'ouvre le dossier maternité. En ouvrant le dossier maternité, j'ai l'impression d'ouvrir que mon dossier maternité, parce qu'à ce moment-là, j'avais bien tout, voilà, c'était tout bien dans des cases, mais l'inconscient ne fonctionne pas comme ça du tout. Lui, il est plein de réseaux, il fait les liens. Et donc en ouvrant mon dossier maternité, j'ai ouvert tous les dossiers maternité de ma généalogie, en tout cas à commencer par celui de ma mère. Dans la vie de la mère, au moment où elle le porte, dans la vie des parents, des deux parents bien sûr, au moment de la grossesse, il capte ce qui s'est passé dans la vie des parents avant la conception, donc de la fratrie, et dans la vie des parents aussi, dans leur histoire, dans leur fratria. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces dimensions qu'on porte. Alors, cette dimension-là des mémoires prénatales, elle concerne vraiment des choses qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on peut mesurer à l'instant T pendant la grossesse. Et ce sont des mémoires qui vont venir se structurer. Alors qu'on n'a pas, bien sûr, de mental, on n'a pas d'intellect, on n'est pas en capacité de penser, on n'a pas cette maturité-là à l'âge embryonnaire, c'est-à-dire on a 2 cm ou quelque chose comme ça, on est tout petit, mais nos cellules savent, nos cellules captent, nos cellules, et il y a des pensées et des croyances qui vont se structurer déjà à cette période-là de la vie. Et ça peut paraître étonnant, on se dit que pour avoir des croyances et pour... il faut avoir un minimum de réflexion, de pensée. Eh bien non, au-delà de nous, il y a des choses qui nous échappent, mais en tout cas, on peut en faire le constat. Et ce qui va aussi impacter l'embryon et créer donc des mémoires diverses, ça va être tous les événements que les parents vivent. Alors il y a des événements qu'on ne mesure pas comme ayant des grands impacts. Par exemple, c'est un déménagement. Un déménagement, c'est une perte de sécurité, c'est se refaire une sécurité autrement. Et qu'est-ce qui est le plus important pour l'embryon, c'est d'être que son lien, que le lien qu'il est en train de tisser là dans le ventre maternel soit un lien de sécurité. Et tout ce qui va toucher à la sécurité, que ce soit pour sa vie ou pour ses parents, ça va l'impacter. Donc tout ce qui va toucher donc, les parents dans les événements de vie, par exemple un décès dans la famille, un accident, une chute pendant la grossesse, tout ça ce sont des choses qui sont à l'extérieur de l'embryon, mais qui vont impacter les parents et qui vont l'impacter lui. Il y a donc dans son... Ça c'est les événements extérieurs, donc on a vu un exemple des pensées que les parents peuvent avoir vis-à-vis même de l'embryon. Plus tard, après 3 mois, quand, pour des raisons différentes aussi, les parents peuvent se retrouver devant une question de est-ce qu'on garde ce bébé ou pas? Alors, quelquefois, ça va être pour des risques de trisomie, qu'importe, pour quelque chose qui pourrait nécessiter un avortement thérapeutique. Après 3 mois, c'est plus la question de l'existence qui va être touchée chez l'embryon, mais il a l'âge maintenant du fœtus, et ça va impacter ce qui touche sa vie. C'est-à-dire, il est là, il existe, d'accord, mais est-ce qu'on va le laisser vivre? Et ça va toucher, et donc ça va faire d'autres mots chez les adultes qui viennent aussi. On ne me laisse pas vivre, j'arrive pas à vivre, j'ai du mal à gagner ma vie, enfin tout ce qui va être la difficulté avec vivre, alors ça peut être, ce sont des signaux, en tout cas moi c'est des mots que j'entends, et qui peuvent être des résonances par rapport à un moment où il y a pu avoir un projet d'interrompre cette grossesse, quelle que soit la raison. Ça peut être aussi un médecin qui va dire à une maman,
il ne faut pas que vous bougiez parce que sinon il risque de mourir. Donc il y a un risque de mort et quelquefois donc ça fait une angoisse chez la maman, le bébé peut mourir et donc c'est pas qu'il y a une intention, voilà, mais c'est une information et tout ça va venir s'engrammer et venir nous parasiter après dans notre expression de soi, dans notre liberté d'être, dans notre conscience, dans notre rapport aux autres aussi. Hein. Donc, bon, mais on en est tous là. On a tous des trucs cachés, des choses plus ou moins visibles. Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est merveilleux. Alors, il y a des choses qui sont lourdes et je sais de quoi je parle, mais ce qui est fabuleux, c'est de savoir que il y a des moyens d'identifier, il y a des moyens de se libérer, il y a des moyens de dépasser ça. Et qu'est-ce que c'est bon quand on sent qu'on grandit, quand on a compris, quand on se connaît mieux, quand on dépasse nos limites. Alors il y a quelque chose de merveilleux aussi là-dedans. Alors il y a un grand thème que je vais aborder aussi, parce que c'est pas possible de parler des mémoires prénatales sans parler des pertes gémellaires. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce thème-là ou le connaissent. Alors on a évoqué ça tout à l'heure, mais est-ce que les pertes gémellaires, ça vous dit quelque chose? La perte du jumeau? Oui. Alors, comment définir la perte gémellaire? C'est-à-dire, il est très fréquent qu'un embryon ne soit pas conçu seul. C'est-à-dire qu'il est très fréquent qu'il y ait deux embryons au départ de la conception. Et ces deux embryons, eh bien, se côtoient, leurs membranes grandissent ensemble, se développent ensemble, ils sont dans cette proximité totale. Hein. Il y a à 3 semaines de gestation, le cœur commence à battre. Donc, il y a des pulsations, c'est très vivant, il y a quelque chose de très vivant. Et ça peut durer à peu près 2 mois. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un embryon va mourir et pas l'autre? Alors, bon, il y a le mystère de la vie, bien sûr. Mais il y a un embryon qui va continuer. L'embryon qui a continué, ben, c'est vous, c'est moi, on avait le chemin à finir jusqu'au bout, mais on se souvient, donc pour ceux qui l'ont vécu, on se souvient inconsciemment, nos cellules se souviennent qu'on était deux. Et cette mémoire-là, eh bien, elle va laisser beaucoup d'empreintes, et des empreintes très très fortes et très durables. Dans le cas où il y a un déni de grossesse, comment l'enfant qui naît peut avoir une croissance et une évolution qui lui permettent de ne pas se retrouver aussi dans le même cas de figure, notamment si c'est une fille. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là que les mémoires soient entre guillemets effacées? Je dirais qu'on n'efface pas nos mémoires, c'est un peu comme une cicatrice. On a une opération, on a une cicatrice, elle peut faire mal ou elle peut ne plus faire mal, mais on la garde. Donc on les garde, nos cicatrices à l'âme, elles sont là. Le travail que moi je fais, je veux dire, quelle que soit la blessure, c'en est une, bien sûr, ça dépend de qui on accompagne. Évidemment, si c'est l'adulte qui a vécu ça, ou si c'est la maman qui a vécu ça. Mais on va vraiment revenir à accueillir que la réalité, ça a été celle-là à un moment donné. C'est-à-dire ne pas juger, ne pas dire ok, qu'est-ce qui fait que ça a été comme ça, mais une personne qui vit un déni de grossesse, elle rejoue quelque chose déjà. Donc la maman qui vit ça, je dirais, c'est elle, qu'est-ce qu'elle a vécu. Il est fort probable que derrière ça, il puisse y avoir quelque chose qui est une atteinte à son existence, puisque elle ne perçoit même pas l'existence du bébé dans son ventre. Donc ça peut vraiment toucher à quelque chose dont je parlais au début,
Moi, j'explorais cette piste-là, en tout cas. Comment elle a été accueillie, quelle place dans sa fratrie, l'histoire de la famille, et qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a été accueillie, elle, quand elle est née, quand elle a été conçue. J'irais vraiment travailler ça pour recontacter sa partie profonde. C'est-à-dire, je l'ai apporté parce que je l'aime bien, c'est des poupées gigolles et je trouve qu'elles sont tellement d'actualité en ce moment. Bon, les poupées gigolles, je les utilise parce que c'est bien ça comme ça que nous sommes, on va dire au fond. Alors ça aussi, c'est une illustration, hein. On est un peu plus, subtil que ça, mais je trouve que c'est amusant aussi de le voir. Voilà, le concept des poupées gigolles, on connaît tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça, c'est nous aujourd'hui, c'est l'adulte, c'est le corps qu'on voit qui est conscient, qui est entier, voilà, c'est moi. Et puis, mais à l'intérieur de moi, il y a différents âges, et à l'intérieur de moi, on peut voir ça comme le bébé ou alors comme le petit embryon qui est à l'intérieur. Et ce petit embryon, il a vécu une des choses terribles qu'on a évoquées, et qu'il n'est pas guéri de ça. C'est comme si à l'intérieur, donc il est à la fois dans tous ses âges, mais c'est comme si à l'intérieur, l'adulte qui est là, qui est conscient, qui peut dire bon, ok, j'ai peut-être vécu des choses terribles à cet âge-là, mais bon, c'est loin, maintenant j'ai une sagesse, j'ai une compréhension de la vie, j'aime la vie. Et on a l'impression que c'est ok parce que notre conscience d'adulte relativise, et bien sûr qu'on a cette capacité aujourd'hui. Mais l'embryon, il a ses mémoires intactes toujours à l'intérieur. Et c'est comme si à l'intérieur il disait toujours je sais pas, j'ai tué, ou alors j'ai peur d'exister, ou alors c'est comme s'il y avait quelque chose qui criait, qui s'agitait à l'intérieur de nous. Bien sûr, on ne l'entend pas, mais c'est dans notre énergie, ça fait toujours ça à l'intérieur, tout le temps, le jour et nuit, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, ça vient dans nos rêves, ça vient, c'est fatigant, hein. C'est ça que ça nous fait énergétiquement. Attendez, et puis il y a tous les autres aussi, je veux dire, je ne dis pas le boucan qu'à l'intérieur, des fois c'est juste terrible, mais heureusement on a cette capacité à avoir des filtres, hein, à ne pas entendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que aussi on n'en a pas besoin, heureusement, hein, mais de temps en temps on va vivre une situation vraiment inconfortable, un malaise, quelque chose qui va nous impacter là tout d'un coup, et bien c'est là que ça va réveiller quelque chose, parce qu'on peut vivre pendant des années sans avoir conscience de ça, sans être vraiment dérangé, et puis un jour c'est comme si c'était, il y a quelque chose qui se présente, c'est comme si c'était une fois de trop, et là ça suffit. J'en ai assez de ça, j'ai plus envie que ça continue comme ça. Il y a quelque chose qui vient nous réveiller, et donc qui va venir nous faire aller chercher à l'intérieur de ce petit embryon, quand on a pu identifier, oui, il y a eu tel événement dans la famille, eh bien, on va aller dialoguer avec lui pour lui dire, je sais ce que tu as vécu, mais je suis là, et vraiment remettre ce petit embryon en sécurité. Redonner de la sécurité, redonner du lien, parce que quand il y a une angoisse, une panique, une peur, il y a aussi une coupure de lien. C'est-à-dire qu'au moment, pour cette personne-là, au moment où, voilà, à 3 mois de gestation, 3 mois de grossesse, sa maman et toute la famille, le lien avec le bébé, le bébé était de côté. Hein. Je veux dire, ils étaient focalisés sur autre chose. Pardon ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une focalisation sur autre chose. C'est ça. Donc, ça fait le lien, mais de même quand il y a eu un enfant aussi qui a été mort et qu'on attend le bébé suivant, on va pas forcément aller investir beaucoup non plus de liens, parce que si jamais il meurt, ça serait encore bien trop douloureux. Hein, ou alors il y a un surinvestissement, mais quelquefois il y a des réserves pendant la grossesse, et puis il y a un surinvestissement une fois que le bébé est là, parce que surtout le sujet, il faut qu'il vive, quoi. Donc il y a une surprotection, et donc ça fait des blessures dans les liens d'attachement aussi. Donc c'est tout ça que ça fait, mais c'est la vie, voilà. Mais j'aime beaucoup ce dialogue, ces dialogues qui se font, parce que c'est ça aussi qui va être guérisseur. Voilà, c'est cette conscience
cette conscience-là des différentes parties de soi et doucement, en fait, à un moment retrouver cette rencontre. C'est comme l'enfant intérieur. C'est exactement, voilà, c'est ça. Voilà, selon les différents âges, c'est ça, le petit embryon ou le petit bébé, il est dans le petit enfant, qui est dans l'adolescent, qui est dans le jeune adulte, qui est dans nous aujourd'hui. Et c'est tous ces âges-là, c'est ça, exactement. Là, aujourd'hui, je parle des mémoires prénatales. Je prévois ultérieurement de faire une conférence sur l'enfant intérieur, ce qui est un autre thème, mais dans les mêmes, c'est la continuité, on va dire. Alors, excusez-moi, juste par rapport si une mère elle a fait une fausse couche avant, c'est pareil, le bébé peut aussi ressentir ce bien de... Oui, ça peut venir parasiter la qualité de l'attachement au bébé. Par peur de le perdre encore. Et si je m'attache tout de suite, et si je le perdais encore, je vais peut-être pas m'attacher trop au cas où. Et c'est vraiment une protection de la mère aussi par rapport à sa souffrance. Mais c'est le bébé qui va ressentir ça. Donc, nous sommes des êtres de lien, des êtres de relation. On a tellement besoin les uns des autres. On peut pas se passer de nous, quoi. C'est précieux. Et ce lien, il commence et on va le vivre aussi les uns avec les autres, un peu comme on nous l'a appris, un peu plus qu'un peu d'ailleurs, comme on nous l'a appris. Donc, si on a été très surprotégé, on peut être très surprotecteur, ou l'inverse, enfin voilà, on peut être à l'identique ou par opposition, voilà, jusqu'à ce qu'on se mette en paix un peu avec toute notre histoire, mais on va forcément reproduire à l'identique ou à l'opposé ce qu'on a reçu. Mais le lien d'attachement, c'est quelque chose qui est précieux, et c'est toujours ce qu'on va aller rechercher à tous les âges aussi. Parce que voilà, même si nous ne sommes plus dépendants, on a besoin de ce lien. La croyance, ça peut être je n'arrive pas d'être aimé ou oui, quoi. Alors tout à fait. Alors il y a des grandes fiches, sans les détailler, mais elles sont là, je vais les exposer rapidement. C'est issu d'un livre de Claude Imbert. Donc, ce sont, alors, par exemple, quand le bébé, c'est tout on va dire un panel des croyances que le bébé peut avoir, de ce qu'il peut ressentir. Si la mère a ressenti, par exemple, je ne me sens pas entendue, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas considérée, le bébé aussi peut penser personne ne m'entend, personne ne me comprend, ça ne sert à rien que je parle ou que j'agisse. Et ça va générer un sentiment d'impuissance. Et le bébé va vivre ce que la mère vit aussi. Donc nous sommes dans cette symbiose avec la mère, et ce que la mère pense, si elle pense je me sens toute seule ou je me sens abandonnée, il va penser je me sens tout seul, je me sens abandonnée. Ça va être quelque chose à l'identique aussi, outre la perte gémellaire qui est vraiment l'histoire intérieure de l'embryon. Le reste, ça va être des impacts de la vie extérieure, des émotions de la mère et des événements extérieurs. Oui, voilà, c'est ça. Ne pas ressentir, par exemple, si le bébé perçoit des choses qui sont trop douloureuses aussi, même par rapport à une atteinte, à ce qu'on le garde ou pas, ce que je perçois est trop difficile, donc je préfère ne pas ressentir, je me coupe de mon ressenti. Il y a des gens qui se coupent de leur ressenti, c'est une protection. Nos comportements qu'on va appeler dysfonctionnants sont majoritairement des comportements de protection. On se protège de quelque chose, seulement on ne le sait pas, et du coup on reste en survie
et du coup on ne recontacte pas notre plein potentiel. Voilà, je préfère ne pas agir, je préfère ne pas penser. Mais ça, le problème, c'est qu'on va le garder jusqu'à l'âge adulte, quoi. Hein. Donc des fois, c'est vraiment handicapant. La question, les croyances, qu'est-ce que tu voulais dire par les croyances? Et donc aussi, la maman, justement, avait fait une fausse couche avant moi, par exemple. Quelle est la croyance que moi, je peux porter aujourd'hui face aux liens d'attachement, quoi. Hein? Alors, il y a l'événement, puis il y a la façon dont est vécu l'événement aussi. C'est-à-dire que si pour elle, si pour votre mère, ça a été quelque chose de dramatique à vivre, je ne sais pas, parce que c'était la 6e fausse couche, par exemple, bon, ou que c'était son premier enfant, et que ça a été vraiment quelque chose, un choc pour elle, ça ne va pas être la même chose, voilà, ça va avoir des impacts différents aussi. Est-ce qu'elle a été accompagnée? Est-ce que, voilà, c'est-à-dire c'est plus le vécu ressenti, c'est-à-dire la charge émotionnelle qu'elle aura gardée de l'événement, parce qu'il y a des événements dramatiques, comme perdre un enfant, mais ça peut être extrêmement bien accompagné. Et là, le bébé qui va naître après ne portera pas la même charge que voilà, qu'un accompagnement qui n'aura pas été fait, qu'un chagrin qui sera vraiment très fort. Derrière tous ces liens qu'on peut faire avec nos histoires, ce sont des liens de remise en paix avec notre histoire. Et c'est vraiment ça qui se passe, parce que ça sert à quoi, au fond, de faire une thérapie, de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Moi, ça me passionne complètement, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de faire un voyage avec quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un de nouveau, mais en même temps, c'est un peu un miroir. Il y a toujours quelque chose de merveilleux chez l'autre, chez soi. Enfin, il y a toujours de quoi s'émerveiller.